Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue à Rubica. Merci. Je suis ravi de t'accueillir. Je suis ravie d'être là. Génial. Je vais te poser quelques petites questions parce que voilà, une petite interview basique sur ton métier, Très sur bien. Tes inspirations et tout ça. Et puis après, la fameuse conférence Tout à fait. en amphithéâtre. On commence ? On y va. Super. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans l'animation et si tu peux un peu raconter ton parcours, justement. Alors moi, je me suis jamais réveillée un matin en me disant que je voulais faire de l'animation. Je voulais travailler dans la pub. Donc j'ai fait une prépa art appliqué à l'école Pivot. Ok. Et j'ai rencontré un professeur qui, lui, était storyboarder dans le jeu vidéo. Mhm. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire de l'anime. Du coup, j'ai dû batailler comme une malade pour changer de section Ok. et partir après en tronc commun dessin narratif puis animation. Ok. Mais c'était pas du tout prévu, quoi. Ouais, ça arrive. Voilà. Ok. Très bien. Petit virage. Et justement, le fameux parcours pour en arriver là et où tu en es aujourd'hui. Donc école Pivot, je me suis mise à travailler assez vite. Au Mhm. début plutôt série enfant. Mhm. Beaucoup de séries. Puis de fil en aiguille, j'ai très vite fait du trait, de la couleur, un peu tout et n'importe quoi. À partir du moment où de toute façon le projet m'intéressait. Donc j'ai beaucoup jumpé en fait de projets différents, de courts-métrages en série, puis longs-métrages derrière. Donc je fais vraiment plein de trucs différents, de la pub, du clip, des cinématiques de jeux vidéo, long métrage. Beaucoup plus de long métrage en ce moment d'ailleurs. Bon, Ouais. là, c'est l'avènement des films de jeux vidéo. Hein, donc, Mais t'es passé rapidement entre séries, t'as commencé vraiment série pure ou t'es passé rapidement série, film, non, resérie, non, je vais en parler pendant la conférence Ok. justement parce que y a un truc que je déteste dans l'anime, c'est que t'es pas un artiste tant que t'as pas travaillé sur un long métrage. Voilà, donc il y a quand même une espèce de petite ségrégation très très naze. Mhm, mhm. Et du coup, très vite, je me suis dit qu'il fallait que je vois coche très bien. cette case pour avoir Ok. l'air d'une artiste. Ok. D'accord. On saute assez vite sur en quoi consiste concrètement le métier de directrice artistique dans l'animation. Ouais, alors ça, c'est bien d'en parler parce que c'est assez trouble en France. Les Ouais. anglo-saxons sont beaucoup plus clairs là-dessus. Mhm. On va vraiment intervenir dès le début du pitch avec des clients ou dès le début du projet. Mhm. On va vraiment définir toute la direction artistique, mais c'est pas seulement du décor couleur. Ça va être vraiment quel est le rendu aussi des personnages, l'épaisseur de traits, comment on gère les ombres. C'est vraiment du tout premier coup de crayon jusqu'au rendu final de l'image, même jusqu'à l'étalonnage en fait. Donc c'est réfléchir et travailler à la cohérence du film selon le propos. Donc il y a 1 milliard de questions à poser et c'est vraiment un travail d'équipe avec chaque lead de département. C'est pareil, hein, le style d'animation, en fait ça fait partie de la direction artistique. Le rendu des effets 2D, est-ce qu'on utilise de la 3D ou pas? Est-ce qu'on met du grain? Comment on traite les ombres, les lumières? Il y a énormément de choses comme ça et puis chaque détail a sa valeur et son code graphique. Donc c'est ça, c'est veiller à ce que tout soit cohérent et serve le propos. Ok. Ça revient un peu à la question d'après, mais tout ça, c'est quand même un grand défi. Ça reste des défis à... Ouais, c'est assez dur, C'est dur, voilà. la direction artistique. Donc justement, quels sont les plus grands défis dans ce métier? Mais tu y as déjà un petit peu répondu. Ouais, alors déjà, c'est d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Et il n'y a pas de hiérarchie pour les bonnes idées. N'importe qui peut en avoir une, en fait. Donc c'est pas parce que t'es lead que tu mérites d'être plus écouté que quelqu'un d'autre. Donc c'est plutôt ça, et c'est plutôt un truc de flexibilité, de jeu de ping-pong en fait entre tous les départements. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, mais le défi il est humain plutôt du coup. Mais en général ça se passe plutôt bien quoi. Cool. Quel conseil tu donnerais à justement un jeune qui voudrait travailler dans l'animation? D'avoir du culot. Très bien. C'est aussi con que ça. Un studio t'intéresse, écris-leur. Un artiste te plaît, écris-lui, ouais. Suis-le sur les réseaux, enfin aujourd'hui sur les réseaux. On a la chance aujourd'hui, faut pas hésiter à aller en festival, aller parler aux gens. Ouais. Moi, je suis vraiment allée comme ça en fait. La majeure partie des trucs chouettes qui me sont arrivés, il y avait un mec qui galérait sur des dessins. Je fais, oh, tu veux que je t'aide? Allez. Et ça s'est passé comme ça. Et après, c'est des rencontres et des rencontres artistiques aussi. Donc, faut aussi être à l'écoute, je crois. Faut écouter son petit nez, quoi. Avec un bon rapport du culot et de l'humain. l'intuition, c'est pas mal. Ouais.
Ouais, c'est primordial, le côté humain dans notre travail. On n'est pas tout seul devant notre ordinateur, quoi. Ouais. Ça marche pas comme ça, du tout. Ça fait partie un peu aussi de notre formation, enfin, l'à côté de la formation, leur apprendre aussi la bonne gestion des émotions. Et... ils sont plutôt cool, hein. Ils sont pas là, casque vissé sur les oreilles, ils se parlent et tout ça, c'est bien. Ouais. Donc, vous n'avez pas ça, on se faisait engueuler quand on avait nos écouteurs sur les oreilles. Je vois très bien. On va passer un petit peu justement au projet emblématique parce que ton CV est impressionnant. Notamment Arcane. Donc, comment s'est passée cette collaboration et en quoi ce projet était-il si particulier? Bah alors, moi, je vais en reparler tout à l'heure, mais moi, j'ai vraiment cru que j'allais m'ennuyer, qu'au bout d'un mois, j'allais trouver l'histoire nulle et que j'allais partir. Et en fait, j'ai eu la chance d'arriver au tout début, donc on n'était pas nombreux et on était en direct avec le directeur artistique. Et il a assez vite pisté où fallait m'emmener pour avoir ce qu'il voulait comme résultat. Donc, il a vraiment une bonne vision déjà de chaque artiste. Et en fait, j'ai jamais autant appris en couleur de ma vie que sur cette production. Donc, j'ai passé 18 mois dessus, alors que je pensais vraiment me barrer au bout d'un mois. Alors, qui était le directeur artistique? Julien Georgel. Ok. Voilà. Après, on avait 2 leads qui sont incroyables, Anne Lorto et Kevin Lemoigne. Donc, eux, s'étaient séparés chacun sur un épisode. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Il y a beaucoup plus de leads. Et c'est vraiment des équipes de 5 matte painters et tout ça. Donc, au début, on était vraiment peu nombreux. Donc, je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé à rester. Et puis, l'effort mis là-dedans, tout le monde était super enthousiaste, tout le monde était à fond en fait. Il y a eu vraiment une synergie d'équipe et ouais, en fait j'ai l'habitude de dire que les productions ressemblent beaucoup aux mecs aux nanas qui les créent, quoi. Donc s'ils impulsent un truc chouette, il y a très peu de chances que ça se passe mal derrière. Alors, j'ai envie de te dire, ça se voit à l'écran. Ouais, c'est beau, quoi. Ouais, enfin, concrètement, ouais, ils ont tout donné. Ouais, ils ont tout donné. Donc ça, on est content parce que ça arrive très rarement. Hein, d'avoir autant de temps sur des décors. Justement, au niveau de temps, ça a duré, t'as bossé sur la première saison Épisode 2 à épisode 9. Ok, donc combien de temps à peu près t'es resté 18 mois. 18 mois. Ouais. Ok. Donc ça va de décor à... Je vais vous en montrer un tout à l'heure, sur lequel j'ai passé 3 semaines, à d'autres où on peut passer 3 heures. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, c'est beaucoup 3 semaines sur un décor. Ouais. Ok. Je passe sur Mars Express, qui était un projet assez ambitieux que j'ai vu au cinéma, que j'ai bien apprécié. Comment tu as abordé la création des décors pour ce film? Bah, celui-là, c'est vraiment le projet le plus difficile de toute ma carrière, pour être honnête. La science-fiction, il faut tout inventer, il faut tout réfléchir. Et puis, on avait des ambitions assez folles, en plus. Donc, c'était vraiment difficile, quoi. Ça demande une minutie monstrueuse, un sens des proportions. Enfin, le moindre bâtiment qui n'est pas bien, qui se casse la figure, le décor, il n'existe plus. Ouais. Donc au début, on a vraiment cru qu'on allait pouvoir faire des décors sans trop les cliner parce qu'on enlevait le trait à la couleur. Et en fait, pas du tout. Plus on a avancé, plus on a fait des décors poussés. Donc c'était 1400 plans, c'était sympa à valider. Ouais. Il y a un petit côté hard SF, hein, c'est-à-dire que tout doit être un peu cohérent et qu'il y ait une logique dans la création, à la différence du space opéra. Où là, on est quand même super précis sur... Et après, nous, on était contents parce que, bon, après, on n'est pas tous fans de SF, mais on est quand même un petit groupe. Donc, on est ravis de faire ce genre de choses. Et après, il y a plein de SF très différentes. Hein. Moi, c'est parce que je travaille depuis longtemps avec Jérémy Perrin que ça s'est passé comme ça. Mais non, c'est un gros exercice. Et le décor, c'est très, très souvent sous-estimé, et surtout sur ce genre de production. Où tout de suite, dès qu'on a 3 cadres et qu'il y a un long travelling, on estime que ça prend le même temps qu'un décor qui a un seul cadre. Bah, en fait, non, c'est 3 fois plus long. 3 fois plus long. Voilà. Je vois très bien ce que tu veux dire. Beaucoup de mouvements de caméra, des anamorphoses, des trucs comme ça. Donc non, c'était vraiment très, très pointu et un gros challenge pour tout le monde, cette production-là. Combien de temps à peu près sur le temps de durée de la... T'as fait toute la prod moi, donc, j'ai fait du design et de la recherche couleur au début. J'ai dû passer 3 mois. Et ensuite, j'ai fait 14 mois de supervision de décor trait. Et j'étais déjà dans le comité de lecture du scénario 6 ans avant. Ah ouais. Voilà. D'accord. Donc oui, c'est c'est une bonne petite tranche de vie. Quoi. Ouais. Je vois ça. Et Love, Death and Robots. Parce que Love, pour Death and Robots. ouais. Non, mais alors ça, c'est une aventure complètement carton. Absurde. Alors moi j'ai dit oui parce que c'était une femme qui réalisait et que je n'y en a pas assez. Je suis d'accord. Et qu'en plus c'était un bon propos antimilitariste, donc ça me faisait rigoler vu que je suis fille de militaire. Mais excellent. Et en fait non, c'est Benji Brook qui lui un bon petit dénicheur de talent qui m'a repéré par rapport à la série Crisis Young. Voilà. Je vois donc très bien. Il est venu me chercher grâce à ces décors-là pour faire la séquence du canyon.
Série purement adulte. Purement adulte, ouais. Je pense trash, voire plus. C'est bien interdit au moins de 18 ans, je pense. Oui, je pense que c'est interdit au moins de 18 ans. C'est un peu la même équipe aussi que Last Man, puisque tu as bossé aussi. C'est la même. C'est la même. Ouais. Okay. C'est le directeur artistique, c'était Michael Robert. Jérémy Perrin était au storyboard. Ça a été réalisé par Baptiste Gobert, Jérémy Waro, avec qui j'ai travaillé. Qui était aussi sur Last Man, Mars Express. Ah non, ils n'étaient pas sur Mars Express. Ah si, peut-être Baptiste. Baptiste, mais, ouais. Cara Design, je crois. Cara Design, c'est ça. Et super team. Hein, de toute façon, quand on voit que ça fonctionne bien avec des personnes, on les garde, on reste, on signe à nouveau. Ouais. Puis c'est assez rare en France d'avoir un projet comme ça, pour le coup, vraiment adulte. Ouais, mais alors là, c'était vraiment un coup de poker, hein, ce truc-là. Ouais. C'est pas sûr qu'on puisse un jour faire une série du même type, quoi. On essaye, là, de faire des films d'horreur. Quand on parle de culot, on revient au culot tout à l'heure. C'est une série culottée. Ouais. On s'est bien marré, ouais. Bon. Est-ce que tu as une préférence entre travailler sur des séries et des longs métrages et pourquoi? Absolument aucune. Je m'en moque complètement. Ok. Ouais. C'est vraiment, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de me rester cantonnée soit à la série, soit au long métrage. Le court métrage, j'adore ça aussi. Le clip, j'adore ça aussi. C'est vraiment plus ce qui va être raconté, la façon dont c'est montré, la narration, la personne aussi, parce que moi je suis beaucoup comme ça, à politiser mes choix artistiques et à me dire ok, cette personne, ok, j'aime bien ce qu'il y a dans sa tête, je suis cette personne. Donc j'ai aucune règle là-dessus, aucune règle. J'y vais au coup de cœur et aux trucs qui me font vibrer, quoi. Mais bon, ça c'est un peu le privilège qu'on a tous envie d'avoir, en fait. Je suis bien. Moi, en tout cas, c'est pareil. On essaye aussi d'insuffler ça beaucoup aussi à nos étudiants, parce que on est technicien, certes, mais la créativité a quand même son importance, quoi. On essaye aussi de les diriger, faire aussi des choses perso. Oui, après, ça prend du temps, c'est compliqué souvent, mais en plus des études, on s'y retrouve. Ouais. Ok, un peu les processus justement de création et influence, j'essaye d'articuler. Comment tu abordes un nouveau projet visuellement et où est-ce que tu trouves l'inspiration? Des questions un peu similaires, mais... Alors ça dépend déjà du projet, mais c'est toujours plus simple, je trouve, quand on est impliqué dans l'écriture. Ouais. Et en fait, ça détache très vite des choses. Et après, en fait, il s'agit juste de lister, hein, on est à quelle époque, on parle de quoi. Et donc, très vite, ça réduit le spectre. Et les inspirations, je sais que ça, c'est un réflexe que tout le monde a tout le temps, même quand on pitch un projet, de devoir mettre des références. Et souvent, je trouve ça un peu dommage parce que, même si on a des références, c'est un peu mieux quand même de montrer ce que nous, on a envie de faire d'abord, avant de dire « Ah, j'aimerais que ça ressemble à tel film et tel machin ». Ce serait un peu trop... c'est toujours trop ambitieux, quoi, d'avoir des inspirations de grands films et tout ça. Mais les inspirations, sinon, pour être honnête, elles sont partout. Hein. Enfin, moi, le design automobile, ça me fait marrer. La mode, ça me fait marrer. La musique à fond. Faut prendre partout. Hein. La typographie, pareil. Je trouve qu'il y a des choses à prendre. Tout ce qui est visuel, en fait. Enfin, visuel et pas que, d'ailleurs. Donc, les médias artistiques, c'est quand même super vaste. Ouais. Donc, ça peut aller de quelqu'un qui fait de la mécanique à une toile classique dans un musée, quoi. Faut prendre tout ce qu'il y a à prendre, quoi. Et de continuer à éveiller la curiosité. Après, moi, j'ai l'impression que le processus créatif, justement, la création amène à la création, quoi. C'est un peu... je suis d'accord. Un truc comme ça, assez addictif, je crois. Ouais, puis c'est aussi pareil, on essaie d'insuffler que même quand ils marchent dans la rue, les étudiants, regardez en bas, regardez lever la tête. C'est ça, les architectures, comment ça se passe, l'environnement. Quand on est décorateur, on n'a pas trop le choix, Voilà. Mais ça met un certain temps, tu vois, par exemple. Il faut arriver à leur faire travailler l'œil et leur curiosité et être réveillé vraiment de tout. Oui, puis la mémoire visuelle aussi. Hein. Ouais. Moi, sur Mars Express, il y a des arbres que j'ai planqués, que j'avais croisés en Grèce. Je me suis dit, cool cet arbre, je vais le mettre. Allez, hop. Donc voilà, il y a aussi des petits trucs comme ça marrants. Justement, tiens, comment tu adaptes ton style graphique à des univers aussi différents que Arcane, Mars Express ou justement tes clips? Alors ça, pour moi, c'est vraiment juste la base de mon travail. C'est que chaque direction artistique ou style graphique, en fait, il répond à une liste de codes graphiques. Et après, oui, pour les capter et les comprendre, il faut quand même s'être tapé quelques années d'histoire de l'art et être un peu curieux, quoi. Ça, c'est bien, je regarde la caméra, histoire de l'art. Ouais, non, mais en fait, c'est fondamental parce que y a des styles en fait, qui viennent pas de nulle part. Donc, c'est bien de connaître d'où ça vient. Pareil, les harmonies de couleurs, à quoi on fait appel. Et puis, tout de suite, en fait, quand on cherche des références pour des différents travaux, on va aller chercher des artistes qui répondent un peu à ces codes-là. Donc, c'est vraiment de l'analyse, quoi. Le cartoon, les codes, c'est ça. L'épaisseur de trait, c'est comme ça.
les chara design, c'est comme ça, les proportions. Et après, on fait ce qu'on veut avec les projets. Hein. On a droit de jouer aussi de tous ces codes. Mais c'est juste vraiment, on s'assoit, on regarde et on analyse les hirondelles de Kaboul. C'est vraiment ça. C'est OK, c'est de l'aquarelle, t'attends, tu réfléchis et tu peins comme ça. C'est presque méditatif, quoi. Mais c'est vraiment une analyse d'abord. Tu as déjà un petit peu répondu à la question d'après, c'est quels artistes ou œuvres t'inspirent dans ton travail, mais il y a un peu répondu, hein, enfin répondu, c'est-à-dire musique, film, peinture, etc. Alors non, moi, mon film culte en anime, c'est Magnetic Rose. Ah. Voilà. Ça, c'est vraiment, je le sors à toutes les sauces dès que je peux. Ouais. Voilà. Ça, c'est mon film. Alors, pour celles et ceux, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas, c'est Memories. Voilà, c'est le troisième opus. Otomo. Avec les trois Satoshi Kon films. à la direction artistique. Ouais. Bon, c'est un de mes préférés aussi. Ouais. Il est incroyable ce film. Ouais. Donc, pareil, ça, il faut que tout le monde le voit, c'est obligatoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'un défi artistique que tu as rencontré et comment tu l'as surmonté? Oh, mais ça, il y en a tous les jours. Hein. Tous les jours, on me force à dessiner des trucs que je ne sais pas dessiner. Hein. Ouais. Donc, non, mais des défis, il y en a tout le temps. Alors, j'ai l'impression, en dessin, finalement, on s'en sort toujours parce qu'on s'entraide, on se conseille, tout ça, et puis on apprend constamment. J'ai l'impression que c'est plus les gestions humaines ou des problèmes de production auxquels on est confronté. Et régulièrement, on manque d'argent, on manque de temps. Et du coup, c'est comment trouver les astuces, en fait. C'est toujours ce truc de triangulation, en fait, entre la rapidité, la qualité et bon marché. On ne peut pas avoir les trois. Ouais, non. Donc, voilà, il y a une espèce de spectre un peu bizarre avec des couleurs et on essaie de... Il faut juste... trouver le juste milieu. Ouais, c'est ça. Il faut avoir le juste milieu pour répondre aux attentes. Parce qu'on n'est pas non plus là en train de planer à faire des dessins sur nos Cintiq. Hein. On est quand même là pour répondre à un film et produire quelque chose. Donc, ton décor, c'est pas ton illustration. Hein. Il se passe un truc avant, il se passe un truc après. Et puis, il y a des gens qui vont bouger dessus. Donc, il y à aussi cette vision-là. J'aime bien cette image. En fait, c'est débile, mais tout le monde fait son portfolio. Mais en fait, non. À la fin, on accouche d'une histoire, quoi. Donc, on a tendance un peu à... après, c'est notre truc de nerd de dessin animé, comme ça, à dessiner, à oublier. Mais en fait, je crois qu'il faut toujours garder ça en tête, quoi, qu'on participe à une histoire qu'on raconte et que c'est ça qu'on sert. Donc, c'est peut-être pas utile, des fois, de passer 4 heures sur un underlay que personne verra, qui sera flouté, en plus. Voilà, au compositing à la fin. Un autre sujet, l'industrie et le futur de l'animation, c'est quelque chose qui revient quand même globalement. En ce moment, il y a, on le sait, et en plus, à Rubica, moi, ce qui me plaît, c'est qu'on ment pas aux étudiants. On leur dit effectivement ce qui se passe. Je pense qu'on est impacté, effectivement, enfin l'industrie là dernièrement. Le futur de l'animation aussi. Je pense qu'il y a quelque part une question sur l'IA. Donc on va y revenir après. Mais comment tu vois l'évolution du cinéma d'animation là, alors ado-adulte, là pour le coup, de ces dernières années? J'ai l'impression que ça avance dans le bon sens. Il y a quand même des bons acharnés qui lâchent rien et qui tentent des tas de choses. On a déjà commencé avec Persepolis à amener des choses. Après, J'ai perdu mon corps. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Last Man en fait partie. Mars Express aussi. Et on est tous un peu dans cette direction-là. Là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui essayent de faire des choses, des longs métrages, de la série, même du clip un peu plus corrosif. Aux États-Unis aussi, il y a Benji Brook et Joe Bennett qui ont fait Scavenger's Reign, qui viennent de sortir Common Side Effect. Donc il y a un truc comme ça. Même Sun Creature, pareil, il commence à aller vers des longs métrages et tout ça. Donc non, on est plutôt gâtés. Moi, j'ai l'impression en Europe là-dessus. Mais faut pas lâcher. Et en fait, c'est important, on a le droit, il y a un public énorme, donc peut-être qu'on subit toujours ce cliché de dessin animé, c'est pour les enfants. Bon, ça fait très longtemps qu'on est au courant que non, c'est juste que on bénéficie pas de la même lumière que le cinéma live, quoi. Il y aura peut-être moins de budget aussi. Je pense que le budget de production va être peut-être plus conséquent pour une série preschool. Parce que ça touche peut-être un public plus large. Les budgets, c'est toujours difficile parce que y a des films qui coûtent monstrueusement cher et d'autres beaucoup moins. Et ça n'a aucun rapport avec la qualité, en fait. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui nous tracassent, nous, réalisateurs et réalisatrices. Comment ça se fait? Donc, non, et ça, c'est la plus grosse contrainte. Ça, c'est le plus gros défi à chaque fois. C'est comment faire rentrer ce qu'on veut dans l'enveloppe qu'on a. Exactement.
hop, comme ça, tu as déjà parlé de l'animation européenne, justement. Est-ce que tu penses qu'elle peut rivaliser aujourd'hui avec les grosses prods américaines et Jap? Ah ben non, mais moi je suis convaincu que le cœur et les talents d'aujourd'hui, ils sont principalement en France et en Europe. Ils viennent tous nous chercher. Bon, déjà, on coûte 2 fois moins cher pour eux, donc ça les arrange. Oui, puis non, puis c'est vrai que ça fait des années qu'ils viennent nous chercher. Bien sûr, ouais. Donc, Je crois qu'on est plutôt bien ici. Il y a beaucoup d'artistes hyper talentueux et de gens très, très différents en plus. Donc il y a une richesse ici, là-dessus. Oui, puis de toute façon, on voit clairement que tu as bossé sur des productions. Voilà, tu es française, tu as bossé sur des productions américaines, enfin League of Legends, Arcane. Bon, après, on est tous français. Hein, Oui, par rapport à Fortiche, mais League of Legends, par rapport aux Riot jeux, Games, bien sûr, ils sont à Los Angeles, En effet. Très bien. Quels sont, selon toi, les métiers les plus prometteurs dans l'animation pour les jeunes qui se lancent? Alors ça, je sais pas trop quoi en penser, parce que... moi, je me rends compte là aujourd'hui, alors qu'on est en temps de crise, que la spécialité que j'ai, qui est vraiment réaliste, poussée, matte painting, technique 2D, 3D et tout ça, et ben là, ça fait que je me plains pas en temps de crise, quoi. On m'appelle, il y a des choses. Mais bon, ça m'a demandé quand même 15 ans d'avoir ce niveau, donc voilà. Je suis pas sûre qu'il y ait... Et puis en plus, je suis même pas sûre que ce soit la bonne façon de penser, en se disant qu'est-ce qui est prometteur. Je crois qu'en fait, on arrive à se faire une place quand on a envie de faire ce job-là en particulier. Et après, oui, de toute façon, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est juste, c'est des roulements comme ça. On peut pas être DA de tous les projets, on peut pas être lead de tous les projets. Normal. Et... non, faut vraiment juste se dire qu'est-ce qui nous fait le plus kiffer, quoi. C'est aussi bête que ça, je crois. Pardon, tu parlais de culot. Est-ce que tu avais de l'ambition, en fait? Parce qu'on parle souvent parfois il y en a qui osent pas parce qu'ils n'ont pas l'ambition. Et parfois même, c'est peut-être un terme un peu péjoratif. Non, mais alors on est tous un peu des introvertis, je pense, dans ces métiers-là, planqués derrière des écrans. Ouais. Mais c'est pas une histoire d'ambition, c'est plutôt... moi, je pars du principe que ça va pas me tomber tout cru dans le bec, donc... des fois, il suffit juste de poser des questions et ça marche en fait. Et travailler. Alors ça, c'est 10% de talent, 90% de travail. Hein. On est bien d'accord. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est ça, Quel impact l'intelligence artificielle a-t-elle sur l'animation aujourd'hui? C'est une opportunité ou une menace pour toi? Alors j'essaye de ne pas avoir un discours de vieille idiote là-dessus. Je pense que tout le monde a eu bien peur quand Photoshop a débarqué. Sauf que bon, là, le problème, c'est que ça va trop vite, que rien n'a été légiféré au début. Donc, en fait, c'est du vol, clairement. Il y a énormément de postes qui sautent. Déjà, il y a des artistes à Los Angeles qui font des conférences là-dessus. C'est déjà monstrueux ce qui se passe là-bas. Donc, ça va certainement arriver ici. En termes d'écologie, c'est une catastrophe, en plus, ces trucs-là. Je crois que deux corrections de phrases sur ChatGPT, c'est 5 clics d'eau. Enfin, on est bien, quoi. Ouais, tout va bien. Mais c'est de toute façon, c'est société capitaliste, toujours le profit, aller plus vite, payer le moins possible les gens. Donc voilà. Après, la réalité, c'est que ce truc, il est là. La réalité, c'est que ce truc, il est là. Donc, évidemment, c'est bien que tout le monde se mobilise, mais... en fait, il y a cette question de... Moi, demain, s'il y avait une IA dans laquelle je pouvais juste donner tout ce que j'ai écrit et dessiné depuis que je suis née, et qu'elle vole personne, et que je lui dis, vas-y, demain, fais ça dans mon style, je serais curieuse de voir le résultat. Ça ne veut pas dire que je vais le garder, mais au moins, là, je trouverais ça intéressant, quoi. Parce que elle est nourrie par mon imaginaire et ce que j'ai déjà produit. Là, ça va pas du tout quand même. On est pillé sans arrêt, que ce soit les réseaux, partout, sans arrêt. Toutes nos données sont volées. Et pour générer ces trucs-là. Donc, en fait, on est le produit et on finit sur la touche. Donc, c'est vraiment tragique. Mais je pense que, il faut continuer de discuter, par contre. Il ne faut pas rester bloqué. Il y a des trucs à faire, je pense. L'IA, par exemple, moi, je suis très heureuse que ça existe dans la médecine, par exemple. Qu'elle détecte les cancers du sein avant même que ça se développe. On est tous contents que ça existe, l'IA, à cet endroit-là. Ah oui. Donc, voilà, c'est plus ce truc de à quel moment donné ça nous sauve, à quel moment ça ne nous sauve pas et comment l'utiliser. Parce que moi, ce que je vois au quotidien, c'est que ce n'est pas les artistes qui l'utilisent. C'est plutôt en production, c'est plutôt les gros clients qui n'ont juste pas envie de payer quelqu'un. On est d'accord. Voilà. La base, effectivement, de l'IA, c'était justement à aider en fait l'humain et pas à créer à sa place. Ouais, et après, si l'IA, par exemple, me pose des apps là, dans tous les décors d'une séquence, parce que moi, j'ai fait le premier design, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, en termes de cerveau,
moi, ça va m'enlever les tâches qui sont un peu méditatives, quoi. Donc, en fait, ça veut dire que mon cerveau, il va devoir générer que du 100% de méga supra-énergie, comme si j'étais un super-héros, quoi. Et en fait, c'est pas possible. Nos métiers créatifs, c'est comme ça. Donc, en fait, on a besoin... Il y a des jours, je me lève, je suis nulle, je sais pas dessiner. Le lendemain, je suis crevée, je sais pas, la vie, quoi. Bien. Et il y a des jours où on est super fort, en 2 heures, on fait un truc qu'on peut faire en une journée normalement. Donc, en fait, l'IA, si elle nous enlève ça, on va juste tous finir en burn-out, quoi. Si on doit juste garder les moments où on est excellent. Il y a quand même des lois, je pense, de toute façon. Tu parlais de légiférer au début, ça a été... pas du tout pris c'est très très lent quand même. Je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place. Je sais qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux justement qui sont contre. Il y en a plein qui lâchent. Je ne sais pas si on peut dire les noms des... Tu sais qu'on n'a pas le droit de dire des... les noms des autres chaînes ou de machin. Un truc qui commence par Art et qui finit par... Voilà. Où effectivement, il y en a plein qui sont partis parce que justement, l'IA, elle est piochée là-dedans. Ouais, mais alors après, c'est le problème aussi, c'est le problème de tous les métiers artistiques, en fait. Ces réseaux-là, c'est des plateformes pour montrer notre travail. Et en fait, tout le monde passe par là. Les recrutements, maintenant, se font énormément via ces réseaux-là. Donc, LinkedIn marche tout bien. J'ai dit non, je m'en allons-y. Ouais, très bien. Donc, il faut garder, en fait, les trucs comme ça, qui sont plus carrés, qui volent pas les gens. Mais non, c'est tragique, hein. Même les logiciels essayent de passer des trucs comme ça. D'IA, de récupération de fichiers, tout ça. C'est déjà, de toute façon, en prod, ils l'utilisent déjà. On a quand même ici à Rubica, dans un cahier des charges où on dit qu'ils peuvent éventuellement, les élèves, utiliser l'IA. Il faut bien évidemment qu'ils le disent et pourquoi ils l'ont utilisé, qu'est-ce que ça a apporté au Mais potentiellement, au film. vous ne le saurez jamais. Il y a beaucoup d'élèves en école. L'éducation nationale, c'est plein de comprendre qu'en fait, beaucoup d'élèves faisaient leurs devoirs grâce aux IA, quoi. Enfin, là, sur le domaine vraiment, là, en l'occurrence artistique et animation, on a déjà eu effectivement de l'IA incorporée à certains projets. Bien évidemment, pas sur tout le film. Mais par exemple, on a un élève qui l'a utilisé pour des intervalles sur une animation. Il a fait les pauses clés en tradi en plus. Et l'IA a fait le calcul entre les pauses. Ça a donné quelque chose qui, pour le coup, artistiquement parlant, est vachement bien. Mais tu vois, il a bien effectivement dit dans le générique que utilisation de l'IA. D'accord, Donc, bon. Mais de toute façon, on le voit, il y a déjà énormément de publicités qui sont full IA. Ah ben bien sûr. Donc, clip vidéo. C'est aussi. On allait enchaîner justement sur les projets perso et les clips. Mais, alors moi, je trouve qu'il y a des utilisations des fois qui sont assez intelligentes. Moi, j'ai déjà vu, il y a un clip de Coup de Lame qui est full IA et qui est fou. Et après, on le voit, quoi, que c'est pas quelqu'un qui a juste balancé 3 mots dans une IA. On le voit que c'est travaillé, réfléchi. Et que c'est nourri par toute une banque d'images qui venait de cette personne. Enfin, il y a un truc derrière, il y a un ton. L'IA, de toute façon, elle ne pourra jamais nous enlever certaines choses, hein, mais non, c'est toujours pareil. Hein, c'est comment aller plus vite et en sortant le moins d'argent possible. C'est toujours ça, Il y a des parents qui sont très inquiets, bien évidemment. Je pense que tu le sais. Après, on a beaucoup de raisons d'être inquiets en ce moment. Pas qu'à cause de l'IA. Non, mais bien sûr, mais c'est vrai de dire mon enfant va faire 5 ans d'études. Et c'est souvent des questions de plus en plus qu'on a sur des journées portes ouvertes ou d'autres mais c'est normal, réunions. je pense. C'est bien d'avoir cette conversation-là. C'est complètement légitime, mais il faut avoir le bon discours. Disney veut retourner sur de l'anime papier, là. Ah, ça c'est une info. C'est pas rien comme info. Bah ouais, carrément. Ouais, puis il y a une époque, c'était feu 3D. Puis on est quand même c'était dur. Vachement revenu sur la 2D. Donc, Mais je crois qu'il y a toujours des gens qui vont faire que de la 2D. Je pense on finira jamais à faire que des films full 3D, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. J'ai rien contre la 3D, bien au contraire. Moi non plus. Justement, clips et projets perso, qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser des clips d'animation ? Un super copain qui faisait de la super musique. C'est aussi on peut parler de la musique du copain ? François X. Ouais, ok. François X, qui est un artiste de musique électronique qui est là depuis hyper longtemps et qui a d'un talent monstre. Et lui, c'est un cinéphile averti et c'est un taré de science-fiction. Donc on s'est très vite retrouvé à se dire pourquoi on ferait pas un clip ? Allez, let's go. Voilà. Et ça a démarré comme ça. Après, on a cherché une productrice. Et merci le CNC de nous avoir soutenus. Et let's go, quoi. Bien. Mais c'est vraiment juste ça. Après, moi, je suis une passionnée de musique. Donc, j'ai toujours voulu faire du clip. J'ai été biberonnée au clip des années 80, 90. Donc, pour moi, ça me paraît évident. C'est une narration qui est différente.
Mais elle est tout aussi légitime qu'autre chose, quoi. Et puis il y a des grands réalisateurs qui sont venus. Gondry, déjà. Gondry, ne serait-ce que pour Gondry. Gondry. C'est la fin de la journée. Oui. C'est le début de la mienne. Ouais, c'est le début de la... T'as pas fini. Enchaînons avec la conférence. On est parti. Il reste 2 petites questions. Ok, super. Children of Chaos et A Scream into the Future ont une esthétique forte et immersive. Comment as-tu travaillé la direction justement artistique de ces projets? Je fais souvent une liste de tout ce que j'ai pas le droit de dessiner. C'est vrai. Hein. Ok. Le clip de François X, je me suis rendu compte que j'avais jamais eu le droit de dessiner du brutalisme. Et je me suis dit, j'en ai marre là, des ciels toujours de la même couleur. Je me suis dit, je m'en fous, je vais mettre un ciel orange. Et je me suis vraiment amusée comme ça. Les grilles, pareil, ils tirent vers du vert. Vert et orange, c'est ce qu'on n'a jamais le droit de faire. Ok. Ouais. Et ouais, après le truc semi-réaliste, réaliste, c'est tout de suite devenu assez évident pour moi. J'avais pas envie de faire du décor peint, laborieux et long. J'aime bien aussi quand ça va vite. Donc le clip de François X, c'était une chouette expérience justement de trouver, d'aller chercher le truc qui me plaisait le plus, et j'avais envie d'un truc radical, quoi, pour de la SF. Et puis pareil, moi j'ai toujours des inspirations de créateurs aussi. Donc ça c'est assez marrant. On a travaillé avec Arthur Avellano pour les costumes. Donc on est allé dans son showroom. On s'est dit ça c'est bien pour le personnage, ça c'est bien. Allez. Ouais. Donc c'est plutôt chouette à faire. Et le deuxième clip pour Cass, ça c'était différent parce qu'ils ont déjà énormément de clips en live qui ont cartonné. Donc ils ont déjà une identité. Donc je peux pas arriver et proposer n'importe quoi non plus. Ouais. Donc on a beaucoup discuté ensemble. Ouais. On a beaucoup discuté ensemble de quoi parler cette musique. Qu'est-ce que eux avaient envie de faire, quel rendu ils voulaient. Et là pour le coup il y a zéro décor. C'est une arène parce qu'en fait on a privilégié l'animation. Donc faut faire des choix, quoi. Parce que c'est une économie quand même hyper singulière, le clip. C'est quand même pas facile de faire rentrer ces carrés dans des ronds. Et du coup, voilà, on priorise et on réfléchit un peu en amont. Mais parfois, si tu forces, effectivement, voilà, un carré peut rentrer, mais bon. À quel prix? Oui. On a vu des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. Dernière question avant d'enchaîner avec la conférence. Ça marche. J'espère qu'il y aura du monde parce que on a fait le forcing, on a envoyé des mails et tout machin. Non, mais c'est super important. Puis merci encore une fois d'être là. Je suis contente, moi. Quel est le projet dont tu es la plus fière? Waouh, elle est balèze cette question. Ouais. C'est comme dirait, quel est ton film préféré? Ça me prend du temps, ça. Ouais. Attends. Peut-être Smart Monkey. Ok. Ouais. Alors tu peux préciser pour le coup C'est un court-métrage réalisé par Nicolas Pavlovski et Vincent Parronneau, donc co-réalisateur de Persepolis. Ok. C'est l'adaptation de sa BD qui s'appelle Smart Monkey aussi. Ok. Donc en full 2D. Tout le film en noir et blanc, sauf l'épilogue qui est en couleur. Et le propos, il est vraiment génial, quoi. C'est un truc de survivaliste, c'est un singe un peu complètement stupide, quoi, et qui finit toujours par s'en sortir, alors qu'il lui arrive des malheurs monstrueux. Il a vraiment la poisse, le pauvre. Ouais. Mais c'est génial parce que c'est nihiliste, mais bourré d'espoir, et c'est drôle, et c'est cynique. Et en plus de ça, la production, je sais pas, on était tous hyper... emballé à l'idée de faire ce truc, et on était à fond, et je vais en parler tout à l'heure pendant la conférence. J'ai vraiment cru que ma vie était finie après, quoi, que je retrouverais jamais ça en animation, en tout cas. D'accord. Ouais, d'avoir un propos politique émouvant. En plus on allait au César derrière avec, enfin tout était ouais, c'était superbe. C'était vraiment une superbe aventure. Ouais, excellent. Ouais, celui-là je suis fier d'avoir travaillé dessus. C'est cool. Génial. On va aller les voir. On va les voir. C'est parti pour la conférence. On y va. Merci infiniment. Mais merci à toi, trop bien. Voilà. Et puis j'espère à très vite. En tout cas. Avec plaisir en tout cas. Ouais. Ok. Merci Anne. Je t'en prie. Salut.